On va commencer. Donc, on a la chance d'avoir un débat au frais, ce qui n'est peut-être pas donné à tout le monde pendant le festival. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là, d'être nombreux. Comme vous le savez, il s'agit d'un débat inversé, dont je vais rappeler le thème dans 2 minutes, mais je pense que si vous êtes venus, c'est que ce thème vous intéressait. Et donc, l'idée d'un débat inversé, c'est justement de ne pas être sur une estrade, de ne pas avoir des propos liminaires de chaque intervenant qui durent un quart d'heure, avec même éventuellement des projections de graphiques, et de partir vraiment de vos témoignages, interrogations, questions par rapport au sujet, de façon tout à fait libre, avec la seule contrainte d'essayer de ne pas monopoliser le micro, parce que ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive vraiment à débattre, vous, autant que les intervenants. Et les intervenants, bien évidemment, ont des spécialités de par leur travail et leur formation, qui font qu'ils vont pouvoir apporter des éléments de réflexion et de recherche, mais vous aussi, vous avez certainement plein de choses à dire sur un sujet qui touche absolument tout un chacun au cours de la vie professionnelle, qu'on soit jeune ou aujourd'hui âgé. Donc vous avez, je dirais, à peu près 3-4 minutes quand vous prenez la parole maximum, quitte à la reprendre après. Donc l'idée, c'est que ce soit fluide et qu'on puisse tous intervenir, et ça peut aussi ne pas être une question, ça peut être simplement une réflexion que vous faites. Voilà, donc le thème, vous le connaissez, c'est sur l'impact de la robotisation et de l'intelligence artificielle sur l'emploi, sachant que c'est un petit peu élargi quand même, puisque dans les questionnements qu'on a sur ce thème, on a aussi tout simplement la question de l'avenir du travail. Est-ce que le travail on va continuer à avoir du travail pour tous, ici oui, comment ? Et quelle attitude peut-on avoir face au bouleversement apporté à la fois donc, par l'intelligence artificielle et par les robots. Donc ça touche à la fois les particuliers, évidemment les décisions d'entreprise, le pouvoir politique, ça touche vraiment toutes les sphères de la société. Je ne vais pas être plus longue sur ces questions, je pense qu'on a tous en tête des films de science-fiction où on a les robots qui prennent le dessus sur l'humain. Donc on peut avoir des vraies inquiétudes, mais on peut aussi imaginer que les nouvelles technologies apportent des éléments d'amélioration de la vie de chacun. La façon dont ça se présente aujourd'hui peut être assez inquiétante. En même temps, les études qui existent sur le sujet sont assez controversées, puisque ça fait assez longtemps qu'on parle en fait de suppression d'emplois. Et on le voit dans certains pays comme l'Allemagne, qui est pas mal plus robotisée que la France. Ça n'a pas forcément été le cas. Enfin, en tout cas, je laisserai les intervenants préciser ces points tout de suite. Donc, je vous les présente et ensuite, on démarre le débat. Donc, j'ai à ma gauche Daniel Kaplan. Alors, Daniel Kaplan, moi, je voulais vous présenter comme un penseur du numérique, que je pense que vous êtes toujours. Mais vous vouliez que je précise que vous avez cofondé un réseau qui s'appelle Réseau Université de la Pluralité. Donc, peut-être vous pourrez dire un petit mot tout à l'heure. En gros, c'est comment vous travaillez donc sur le futur, mais à partir des imaginaires. Et vous avez notamment écrit toute une série d'articles qui s'appelle Boulot Fiction, le titre est bien trouvé, paru en 2018 dans Ouzbek et Rika. Voilà. Et ensuite, vous aviez aussi été cofondateur, d'un seul coup, j'ai l'impression que je parle beaucoup plus fort, non ? En l'an 2000, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui s'appelle la FIG. Voilà, donc vous avez été président jusqu'il y a 2 ans. Dominique Méda, donc vous êtes professeure de sociologie et également directrice du laboratoire de sciences sociales à Dauphine à Paris. Et vous avez publié récemment un ouvrage, Une autre voie est possible. Bon, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Avec Éric Heyer et Pascal Loquier, dont on pourra revenir aussi sur ces questions-là. Vous suivez quand même les questions de travail et d'emploi, de chômage depuis extrêmement longtemps et vous avez toujours une approche renouvelée sur ces questions. Donc, je pense que vous aurez aussi des tas de choses à nous dire. Alors, Timothée Duverger, historien, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux. Et vous avez notamment publié L'invention du revenu de base. Donc, vous travaillez beaucoup sur les questions de revenu de base, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Donc, cet ouvrage est paru au bord de l'eau en 2018. Et vous travaillez pas mal dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ESS. Et enfin, donc, Stéphane Fustek, vous êtes donc syndicaliste de la Fédération Commerce et Services à la CGT. Et vous travaillez donc pas mal sur le terrain avec toutes les questions d'ubérisation notamment. Voilà. Donc, installez-vous, vous êtes les bienvenus. Prenez place, il y a encore de la place aussi juste ici. Donc, je vais commencer par vous. Donc,
je pense que si vous êtes venu ici, c'est que vous vous êtes intéressé par cette question. Donc, le premier qui le souhaite a la parole, peut poser des questions, dire comment il sent cette évolution de la société, est-ce qu'elle est inquiétante ou est-ce qu'au contraire c'est une chance? C'est un petit peu le débat, on essaiera de synthétiser ce soir, je vous en prie. Présentez-vous. Oui, donc je me présente, Claude Imbert, j'habite près de la Charité à Varennes-lès-Narcy, je suis retraité. Mais tout ce qui touche le travail me concerne aussi vis-à-vis de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc voilà, la robotique, moi ça fait longtemps que je suis pour, à condition qu'elle soit produite, réalisée, pensée en France. Et je pense qu'en France, on a largement des informaticiens, des bons techniciens qui sont capables de projeter des robots futuristes, disons, en plus, et amener, si c'est fabriqué en France, ça amènera forcément de l'emploi, et de l'emploi plus revalorisant que d'être à l'ouest dans une usine ou un truc comme ça. Donc voilà, je axe le débat autour de ça. Merci. Ok, donc là, c'est quand même la robotisation qui peut, j'imagine, selon vous, enlever de la pénibilité du travail et donner une vie plus agréable, du temps pour faire autre chose que de s'esquinter sur un boulot. C'est ça? Ah non, mais je reformule pas. Je prends votre témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a un autre, peut-être avant qu'on passe aux intervenants? Oui, allez-y. En fait, c'est complètement libre. En fait, voilà. Pas que pour les intervenants, du coup, puisqu'on est dans un débat. Voilà. Moi, j'ai une question parce que donc vous travaillez, il y a eu beaucoup la question du revenu universel donc je suis Emma Guerriani, voilà. Du revenu universel qui a pris beaucoup depuis 2017, qui a vraiment pris un essor dans le débat public. On sent que c'est une mesure qui tend énormément les gens, que ce soit en faveur ou que ce soit pour. Il y a je trouve peu d'indifférence sur ce dispositif-là. Et qui vient rebattre pas mal les conceptions travail, emploi, en donnant de nouvelles perspectives. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, ma question en fait, c'est on a eu beaucoup le travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, on a encore un gouvernement qui est beaucoup sur le travailler plus, y compris plus tard en termes de retraite, voilà. Et donc, pourtant, cette mesure-là, on sent qu'elle continue à crisper. Donc, en fait, pourquoi, et puis même dans la salle, si jamais vous avez globalement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait qu'on est pour ou qu'on est contre? Et pourquoi est-ce que on sent que ça bloque autant, alors que pourtant, on peut se dire que tout le monde pourrait être d'accord finalement pour avoir plus de temps pour vivre et un petit peu moins de temps pour travailler, en tout cas en emploi, si tant est qu'on ait un complément qui permette de vivre. Voilà. Merci beaucoup. La question, du coup, qui me vient, c'est est-ce que le revenu de base, ça vient d'une idée que le travail va se raréfier, qu'on aura de moins en moins de boulot du fait, du coup, de la robotisation, et comme une solution, ou est-ce que de toute façon, même si l'emploi n'était pas menacé, ce serait une bonne idée? Bon, c'est une question qui me vient. On prend encore 2-3 questions, puis ensuite, je vais vous passer la parole. Arnaud Le Chevalier. Moi, c'est sur les relations entre robotisation et emploi, justement, à partir du cas allemand, puisque l'industrie est considérablement plus robotisée en Allemagne. Or, elle a une part dans l'emploi global qui est beaucoup plus importante qu'en France, et elle a été créatrice d'emplois au cours de ces dernières années. Donc ça montre qu'il n'y a aucun lien mécanique entre robotisation et destruction de l'emploi. C'est un peu là-dessus. Donc avant de partir sur le revenu universel, est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord s'attacher à réfléchir aux conséquences de la robotisation sur l'emploi globalement? Oui, en fait, ce serait peut-être d'abord de commencer par un état des lieux, peut-être assez rapide, pour ensuite réfléchir aux solutions. Oui. Alors la question que je me pose, c'est que dans quelle mesure les progrès divers amenés par la robotisation, dans quelle mesure le progrès de productivité, de quelle manière au fond les progrès apportés en termes économiques évidemment avant tout, à quelles conditions est-ce que ces progrès pourraient donner lieu à une répartition
en termes de temps de travail, en termes de salaire, en termes d'organisation d'entreprise, etc. Là, c'est prendre acte d'un bouleversement assez profond qui permet de redistribuer, de réimaginer notre façon de s'organiser. Oui. Il veut aussi une dame. Non, pardon, monsieur. Bonjour, Joël Lecoq. Moi, je voudrais qu'on regarde aussi. On parle effectivement on parle de travail en général, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un fractionnement plus important entre travail qualifié et travail précaire, non qualifié. Et je pense que c'est. Alors, il y a la notion de quantité de travail. Dans la notion de quantité de travail, moi, je rappelle que depuis le 19e siècle, on n'a fait que de réduire le temps de travail, enfin, sauf quelques à-coups, mais c'est la réduction du temps de travail, très important. Et puis deuxièmement, quel effet de fractionnement par rapport au travail, entre travail qualifié et travail précaire. Je crois qu'il y a un effet important et sur lesquels, si on y prête garde, on aura des drames qui vont arriver en termes de fracture de société. C'est intéressant parce que de toute façon, c'est un sujet clivant, déjà entre les personnes qui réfléchissent sur ce sujet et avec des conséquences très clivantes. Je crois qu'il y avait. Voilà, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui. Donc moi, du coup, je m'appelle Sylvain. Je suis un jeune, entre guillemets. Je travaille à la Cité du Mot, donc voilà. C'était un peu pour faire l'introduction. Donc on va dire, je connais bien c'est tout le lieu et voilà. Pour amener un peu le sujet, donc loin de là l'idée d'être négationniste ou d'amener, on va dire, les controverses directement, mais pour faire les constatations, c'est vrai que justement le grand remplacement vis-à-vis justement de l'humain, enfin les machines du coup qui remplacent l'humain, on peut déjà commencer à faire des constatations. Au niveau, donc déjà, c'est plus au niveau du travail, le débat qui va se porter maintenant, mais on peut aussi justement, comme vous avez dit, l'amener dans tous les domaines. Et en première constatation, je voudrais déjà dire au niveau artistique, par exemple, il y a des robots qui ont fait, j'ai vu dernièrement, je ne sais plus où exactement, mais aux États-Unis, où justement il y avait une exposition qui a été créée justement par un robot. Je ne sais plus où c'est exactement, mais il peut déjà y avoir un questionnement sur justement la valorisation de nous en tant qu'humains par rapport aux machines, vis-à-vis de la création, de la créativité, vis-à-vis des œuvres qui sont faites, ou des œuvres qui sont créées tout simplement. Puis au niveau du travail, du coup, au niveau, pour nous-mêmes, la valorisation, est-ce qu'on va encore avoir notre place par la suite? Est-ce qu'on va être encore justement dans cette optique de toujours avoir un travail par la suite? Nous, on va être peut-être les premiers touchés, nous en tant que jeunes, moi j'ai 18 ans pour ma part, donc on peut s'interroger sur ça, sur justement, est-ce que le grand remplacement a déjà commencé ou est-ce qu'il est déjà en marche, en route par rapport à notre futur, à notre justement... si nous, on aura encore notre place, ou est-ce qu'on va devoir se battre pour continuer d'avoir notre place, ou est-ce déjà trop tard? C'est surtout ça, en fait, la grande question, je pense, et les grands enjeux de maintenant. Merci beaucoup. Alors, il y avait monsieur qui a demandé, puis après c'est bon. Oui, ça va être dans le fil de l'intervention du jeune homme. Alors moi, je suis un vieil homme. Donc, effectivement, depuis à peu près le début des années 90, confronté d'une façon ou d'une autre aux usages de l'informatique sous toutes ses composantes. Si je suis venu au débat, c'est parce qu'il est formulé robot et intelligence artificielle, chance ou menace. Et je ne voudrais pas qu'on évacue la formulation. Parce qu'il me semble qu'il y a la question du travail, elle est posée pour l'instant de façon absolument dominante, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la question de l'intelligence, et la nôtre avant l'intelligence artificielle, ou la nôtre en relation avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une question que j'aimerais effectivement pouvoir aborder, échanger avec vous, c'est-à-dire aussi bien la salle que les intervenants. Quand je vois qu'aujourd'hui, sur mon smartphone, on me propose pratiquement de rédiger la moitié de la réponse au mail que je viens de recevoir, ou qu'on me balance je ne sais combien de propositions publicitaires, bon, pas seulement sur le smart, mais aussi sur les autres outils informatiques que j'utilise,
sans que pour autant j'ai une pratique de consommation en la matière. Hein. Je veux dire, je ne vais ni chez Amazon, ni etc., etc. Bon, voilà. Quand c'était très intéressant ce que vous avez dit à propos d'un processus de création artistique. Je doute un peu quand même du processus de création artistique. Il y a quelque chose qui ressemble à une fabrication culturelle. C'est pas tout à fait la même chose. Mais à partir de machines. Voilà. C'est les choses qui me traversent l'esprit, sur lesquelles j'aimerais bien échanger. J'espère que vous notez tous, hein, parce qu'il y a plein de questions. À vous. Et après, c'est à vous. Bonjour. Alors, j'aimerais beaucoup entendre la réponse des invités à une thèse qui a été émise récemment par Antonio Casilli dans un livre qui est paru aux éditions du Seuil, qui s'appelle « En attendant les robots », dans lequel, qui est vraiment au cœur de la question qui nous occupe cet après-midi, puisque Antonio Casilli, je résume très vite les 480 pages du livre, mais en gros, il explique que moins qu'à craindre un remplacement des humains par les robots dans le travail, ce à quoi on est en train d'assister et qui menace plus certainement l'avenir du travail, c'est ce qu'il appelle la prolétarisation des travailleurs, et qu'on voit déjà apparaître chez les gens qui nourrissent ces intelligences artificielles. C'est là où ça fait lien entre le travail et les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, pour apprendre, ont besoin d'être nourries par un travail humain, un travail très bête et très simple et très mal payé, et qui crée une prolétarisation croissante dont qu'il examine. Les travailleurs Uber, d'une certaine manière, participent à ça, puisqu'ils nourrissent constamment l'algorithme de Uber qui permet d'améliorer le service. Donc voilà, j'aimerais beaucoup entendre votre avis là-dessus, puisque c'est très important. Ce qui dit, en gros, on a moins à craindre un remplacement du travail classique par les robots qu'une prolétarisation globale des travailleurs. Merci. On prend encore peut-être 2 interventions. Et puis ensuite, on commence à répondre à vous aussi, madame. Après, l'idée, c'est qu'on va vous repasser la parole. Hein. C'est pas d'avoir un tunnel de parole des intervenants. On va y veiller. Oui, je suis là. Bonjour, Macan, designer et membre récent de la Plurality University avec Daniel Kaplan. Donc, moi, je m'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur les quartiers populaires. C'est vrai que comme solution, on associe souvent la solidarité et les associations au quartier populaire, mais peut-être que l'intelligence artificielle a des solutions, ou en tout cas des réflexions à apporter. Et on parle souvent justement de la smart city, la smart cité, et qu'est-ce que pourrait être une cité intelligente, une banlieue intelligente. Et justement, il y a le philosophe Bernard Stiegler qui travaille à la pleine commune sur ce genre de projet. Donc j'aimerais avoir votre avis sur l'articulation entre défis des quartiers populaires et villes intelligentes. Oui. Ah, c'est moi. Ah, pardon. C'est assez rapide en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit. En fait, j'avais entendu que ce qui nous distinguait, ce qui nous distinguait vraiment, ce qui faisait la plus-value en fait humaine par rapport aux robots, c'était l'art. Donc c'est vraiment une question en fait qu'on pose, et c'est ce qui peut faire un petit peu peur. Après, il n'y a pas que il y a vraiment ces deux côtés de peur et de chance, puisque j'avais vu également que même les chirurgiens en fait peuvent être remplacés, puisque limite le robot en fait est plus performant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fatigue en fait, contrairement à un chirurgien, contrairement à un homme en fait. Donc c'est pas que des boulots répétitifs en fait qui sont menacés, c'est également des métiers en fait qui demandent des années d'études quoi. Donc il y a aussi cet aspect en fait dont on peut discuter. Oui, bonjour Nadine. Ma question est en lien avec les travaux d'Antonio Casilli qui ont été cités. Je voudrais savoir si, d'après vous, il n'y aurait pas une forme d'alignement entre le droit du travail qui a été complètement démantelé et largement démantelé, et la création de régimes tels que l'auto-entrepreneur qui légitime ou qui ouvre totalement à la voie à une forme de précarisation, et les aspects techniques. Et donc si ce face-à-face entre la technologie et le droit ne serait pas
coordonnée. Alors, je ne suis pas en train de développer la théorie du complot, hein, mais en tout cas, une forme de mise en cohérence du droit du travail, notamment, et de la technologie pour ériger en dogme la flexibilité, d'autant que, pour poursuivre les travaux de Casilli et Tubaro, il y a une forme d'intelligence artificielle au sens où ce sont des personnes qui, derrière les images, pointent les éventuelles malfaçons sur un réseau, sur des objets, etc. Donc ce sont vraiment des travailleurs de l'ombre. On parle souvent des fermes des gamers en Chine, mais c'est totalement généralisé sur des usages moins ludiques des nouvelles technologies. Merci. Une question sur l'action politique. Quand on écoute les discours du gouvernement ou des cercles qui font la promotion de l'innovation de rupture et des outils de financement, on voit qu'il y a un discours qui est assez simple, qui est toujours le discours sur le retard français, ne pas être en retard sur les industries du futur, rattraper l'Allemagne, et avec une grande sérénité depuis, on pourrait dire, des décennies. Là, je parle surtout de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Ce qu'on entend, c'est qu'il faut financer cette innovation, et puis ce qui va avec, le pendant, c'est les gens n'en veulent pas, donc il faut travailler sur l'acceptabilité sociale, mais à aucun moment on essaie d'avoir une politique ouverte qui donnerait des moyens aux gens de faire le design de leurs IA en quelque sorte. Et c'est des raisonnements qui sont pathétiquement cost-killing, parce qu'on sait bien que ça ne peut pas marcher. Donc je voudrais avoir un avis politique sur ces questions, parce que je pense qu'on est là pour ça. Merci beaucoup, c'est extrêmement riche. On va commencer par peut-être passer la parole aux intervenants. Comme il y a plein de sujets qui ont été évoqués, moi ce que je vous propose, c'est de réagir en premier lieu, chacun de vous, l'un après l'autre, à ce qui vous tient le plus à cœur par rapport aux questions qui ont été posées. Et puis on continue le débat, et donc je pense qu'on n'arrivera peut-être pas à tout traiter, mais en tout cas on peut aborder un certain nombre de sujets. Je vous passe la parole parce que, voilà. Voilà. Merci. Oui. C'était extrêmement riche, hein, tout ce que vous avez dit. Je crois que franchement tout y était. Moi, si je voulais caricaturer ma position, je dirais qu'aujourd'hui, l'automatisation, c'est vraiment une formidable occasion supplémentaire de démanteler le droit du travail. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit en dernier lieu. Vous avez tous posé finalement la question de la finalité de ces innovations. Est-ce que la finalité, c'est d'améliorer le travail humain, ou est-ce que c'est de prendre des marchés supplémentaires, de piquer... on voit par exemple ce que font Amazon ou d'autres, hein, c'est-à-dire de saturer complètement un marché, de casser les prix pour faire des monopoles. Depuis 2010, il y a un discours qui s'est développé mondialement et qu'on nous assène, hein, avec notamment des travaux américains, qui nous dit à la fois qu'on va supprimer beaucoup d'emplois avec ces innovations technologiques, mais que le travail va devenir vraiment complètement épanouissant, ça va être merveilleux, quoi, ça va être extraordinaire. Et moi je pense que l'ensemble de ces prophéties sont fausses. Premièrement, sur l'emploi, on n'en sait rien du tout. On a chaque année des études qui nous donnent des chiffres différents. Il y a eu la fameuse étude de Frey et Osborne qui nous disait que quasiment la moitié des emplois allaient être supprimés. Bon, elle a depuis été radicalement critiquée. Et puis j'ai envie de dire, en plus, on n'en sait rien. Je veux dire, il faut lutter avant toute chose contre le déterminisme technologique qu'on essaye de nous imposer, c'est-à-dire l'idée de « ah bah il y a des innovations technologiques et elles vont s'imposer à vous et vous pourrez rien faire du tout ». Et les ludites, hein, on nous rappelle toujours ça, les ludites au début du siècle, ils ont perdu. Donc fermez vos bouches parce que les ludites ont perdu, et donc ne vous révoltez pas. Voilà. Donc je pense que du point de vue de l'emploi, c'est faux parce que nous devons reprendre la main. Et du point de vue du travail, moi je suis entièrement d'accord avec les thèses de Casilli, hein, j'ai fait la postface de son bouquin, et je pense qu'il a parfaitement raison. Ce qu'on a à craindre, c'est moins un grand remplacement qu'une déshumanisation radicale du travail. Et c'est vrai que ce qu'il montre est très, très intéressant, hein. Les dessous de l'histoire, c'est-à-dire le travail qui est envoyé très loin dans des pays où le travail n'est plus payé, sous-rémunéré, exploité, et ça
c'est vraiment très, 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 très important. On tombe sur la question, je vais très vite, de l'ubérisation. Nous, à Dauphine, on a depuis 3 ans un programme de recherche là-dessus qu'on appelle CAPLA, Capitalisme de plateforme, et où on regarde en effet tout ce qui se passe en matière d'ubérisation. Vous avez posé à la fois la question de la réponse de l'État et de la question politique. Moi, je pense que là, on voit un gouvernement qui, dans la dernière loi, la loi sur l'orientation des mobilités, vient de nous imposer finalement d'accepter ces formes d'ubérisation. Pourquoi ? Parce que ils ont décidé qu'il y aurait des chartes sociales, donc il y aurait une sorte d'autorégulation de la part des plateformes. Bien sûr, elles ne vont pas du tout s'autoréguler. Et ce qu'il faut au contraire, c'est essayer de requalifier tout ça. Enfin, moi, c'est ma position, elle est un peu extrême, mais il faut requalifier tout ça en salariat parce que, comme vous l'avez dit, on a vraiment utilisé le statut d'auto-entrepreneur pour permettre de développer ce genre de statut affreux. Et donc, il faut encadrer. Et donc, j'en termine avec 2 mots. Je crois qu'il faut absolument encadrer toutes ces innovations. Et comment, à l'intérieur de l'entreprise, en imposant ou en développant la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire plus on donnera de pouvoir aux salariés, moins on aura d'innovation maltraitant le travail qui seront développés. Et puis à l'extérieur aussi, il faut vraiment de nouvelles normes, des commissions de débat, de la délibération pour encadrer le développement de ces innovations, parce que sinon on va nous faire avaler n'importe quoi. Une petite question, merci beaucoup Dominique, par rapport, quand vous disiez on cherche à nous imposer. Qui est on ? Toutes les entreprises qui ont beaucoup de profits à en tirer, on les voit bien. Je veux dire, ce que fait Uber en ce moment est invraisemblable et extrêmement violent, quoi. C'est-à-dire ils essayent vraiment de faire céder les États, les villes, et je crois que vraiment là il faut qu'on résiste. Je passe la parole à Stéphane Fustek par rapport notamment à l'ubérisation, mais aussi les questions qui ont été posées justement de cette déshumanisation du travail. Bien sûr, alors, moi je ne suis pas un spécialiste ni un sociologue, je vais juste vous faire part de l'expérience terrain. Effectivement, je ne suis pas contre le progrès, puisque le mot même porte quelques valeurs, mais le constat quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans nos secteurs, en tout cas, notamment dans le commerce, vous avez vu qu'il y a une actualité assez chargée, ça détruit des emplois. Et puis effectivement, plutôt que d'améliorer les conditions de travail, ça les rend encore plus complexes. On a l'expérience des salariés dans les entrepôts Amazon ou autres qui ont un casque à l'oreille, qui du coup sont soumis à des contraintes nouvelles, supplémentaires. Et puis on a effectivement les plateformes, on a beaucoup travaillé, nous, avec les livreurs de repas à vélo, et on essaye d'ailleurs d'étendre un petit peu le champ syndical à ces nouvelles formes de travail. Alors moi je confirme qu'il y a effectivement un glissement du droit du travail qui est très clair. On facilite ces nouvelles formes de travail qui laissent les plateformes non pas donner une chance à de jeunes auto-entrepreneurs, mais à créer les nouveaux prolos, parce que c'est vraiment ce que sont ces auto-entrepreneurs aujourd'hui. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est pareil. Je veux dire, ça peut amener certainement des choses. Ça, j'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Il paraît que ça ira très loin. Pour l'instant, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est comment ça se traduit en termes de responsabilité sociale. Pour vous donner un exemple, Deliveroo s'abrite derrière son algorithme pour dire aux livreurs de repas, prenez plus le vélo, prenez plutôt le scooter. Mais ce n'est pas la direction de Deliveroo qui dit ça, c'est l'algorithme, d'après eux. Donc vous voyez, comme on a tendance à se cacher derrière l'algorithme, pour du coup imposer des décisions qui contredisent un petit peu les jolies chartes environnementales et compagnie de ce genre de plateforme. Est-ce que le management de demain, est-ce que les politiques de demain ne s'abriteront pas aussi derrière des algorithmes ? Donc une des revendications qu'on pourra avoir, c'est que ces algorithmes se démocratisent, qu'on comprenne, sans être technicien, qu'on comprenne quels sont les objectifs recherchés. On nourrit quelques parano, on ne sait pas si on a raison ou pas, mais il s'avère que les livreurs à vélo reçoivent plus de commandes quand ils pédalent depuis quelque temps que quand ils sont à l'arrêt. Et on se dit que c'est peut-être pas sans lien avec le fait qu'ils ont commencé à s'organiser dans les lieux où ils réussissaient à se regrouper en attendant les commandes. Donc vous voyez que l'algorithme il peut cacher aussi des violations et des atteintes à nos droits fondamentaux. Donc on reste très méfiant et le constat aujourd'hui, c'est que le progrès il ne sert pas aux salariés, il sert à la concentration du capital une fois de plus. Il y a quand même des tentatives de résistance, je pense à CopCycle par exemple,
Je ne sais pas si vous avez travaillé dessus, on va dire 2 mots. On garde vos questions en tête, hein. J'en ai juste une petite que je glisse. Oui, effectivement, il y a des résistances. D'abord, les travailleurs qui ont essayé de résister en essayant de se déconnecter ou de planter l'algorithme, ce qui est une nouvelle forme de lutte qui n'est pas inintéressante. Et puis, il y a aussi une autre résistance qui, moi, me passionne, c'est un rayon de soleil, je l'aurais dit d'ailleurs, c'est l'expérience des coopératives. Pour les livreurs de vélo, on a Copcycle. Ils ont fait un truc, oui, ils aiment bien qu'on le dise en français. Ils ont fait juste un truc formidable, c'est qu'ils ont fait un gros pied de nez aux géants et ils ont récupéré le système en lui donnant une valeur éthique, puisque leur logiciel, il est donné aux coopératives qui respectent une charte éthique. Et ça, c'est juste formidable. C'est une alternative, alors difficile à mettre en place parce qu'on lutte contre des géants qui lèvent des millions d'euros dès qu'ils bougent un petit doigt. Mais je me dis quand même qu'il y a des choses qui se dessinent, et je pense à un autre secteur que je couvre, celui du service à la personne, qui sera certainement, après les transports, le deuxième grand pourvoyeur de plateformes. Je pense que le modèle coopératif, il a aussi du sens. Mais il faudra aussi qu'il y ait, je partage, un encadrement politique à un moment parce que ça pêche pour l'instant. Je laisse encore nos 2 autres intervenants répondre à certaines questions, puis on reprend, vous reprenez la parole. Donc je vous passe la parole, Daniel Kaplan. Il y a eu pas mal de questions sur la création, notamment. Mais en amont de la création, pour aider à y réfléchir, je voudrais quand même qu'on se pose la question rapidement de d'où vient, qui nous paraît aussi évident, que la fonction des robots, des IA, de l'informatique, c'est de remplacer les choses que les humains font déjà pour les faire à peu près de la même manière. Le d'où vient dans 2 sens, d'où ça vient généalogiquement, et puis d'où ça vient au sens, est-ce qu'on pourrait être plus imaginatif que ça ? Alors d'où ça vient, et pour ça, moi, je m'appuie de plus en plus sur la fiction pour essayer de m'aider et d'aider d'autres personnes à y réfléchir. Donc je vais vous prendre 2-3 exemples, on verra combien je peux en prendre. D'abord, le d'où ça vient, le message, on va automatiser pour que les travaux pour que les boulots soient plus intéressants, pour dégager du temps, etc. C'est un message qui a bien 50 ans et qu'on trouve dans les entreprises. L'informatisation des fonctions relationnelles et des fonctions intellectuelles, l'externalisation de pans entiers d'entreprises, y compris de pans comme les ressources humaines parfois, ou le commerce, quand même le commerce qui normalement est le cœur de la fonction relationnelle d'une entreprise, ou l'innovation et la R&D, etc. Ce sont des choses qui à la faveur des systèmes d'information, s'organisent depuis des décennies. Donc, autant il y a sans doute une rupture dans l'histoire de l'informatique depuis quelques années, autant je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans l'histoire du management des entreprises. Il y a pour moi quelque chose qui est assez continu, mais dont on trouve peut-être les extrêmes dans la fiction, par exemple dans un livre de 2005 par Charles Stross, qui est un Britannique, qui s'appelle Accelerando, et qui imagine des entreprises qui, en fait, pour lequel une entreprise, ça n'est qu'un algorithme. C'est plutôt des statuts juridiques et un algorithme qui applique les statuts juridiques. Alors ça existe d'ailleurs aujourd'hui dans la technique, ça s'appelle les contrats intelligents. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est souvent comme ça, la fiction, y compris là en l'occurrence très critique, alimente l'innovation. Et donc ces entreprises vont se composer de 2000 process qui sont chacune des entreprises, et vont avoir des objectifs qui ne sont pas du tout des objectifs de remplacement des humains, etc. C'est juste des objectifs business. Elles ont besoin d'un matériau, elles vont trouver une planète, elles vont miner la planète, à la fin il n'y a plus de planète, elles vont sur une autre. Voilà, elles se préoccupent de rien, mais voilà. Donc, soit dit en passant, Amazon se décrit comme une entreprise qui n'est qu'une composition d'algorithmes, où on a eu aussi quelques exemples là. Donc, premier message, d'où ça vient ? Ça ne vient pas d'une espèce de logique immanente de la technique, ça vient d'une logique de management, qui est une logique très ancienne, et qui vise d'abord à définir les emplois de manière de plus en plus quantifiable, procédurisable, si j'ose dire, et de telle manière à ce qu'un jour, alors c'est peut-être pas l'intention, mais du coup un jour ils deviennent comparables à ce que pourraient faire des entreprises, mais parce qu'on les a construits comme ça, et pas dans l'autre sens. Deuxième élément, dans le d'où ça vient, est-ce que ça peut être autre chose ? Et ça, nous avons tous du mal à nous projeter dans l'idée que peut-être les machines fonctionneraient de manière intéressante, différemment de nous. Quand on imagine les intelligences artificielles fortes, dotées d'une conscience, etc., on n'imagine pas autre chose que on est plus fort et donc on va écrabouiller les humains, ce qui est une attitude d'humain.
Il n'y a pas d'animaux qui font ça, par exemple. Hein. Les animaux se préoccupent en général de faire en sorte que ce qu'ils mangent continue d'exister. Nous, non. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses ? Dans le cycle de la culture, qui est un des grands cycles de science-fiction d'un autre Britannique, Ian Banks, justement, il y a une espèce de cohabitation et d'évolution commune, enfin pas commune, d'évolution parallèle entre des intelligences artificielles et des humains. Et évidemment, les intelligences artificielles pourraient, même par mégarde, écrabouiller les humains, mais elles ne le font pas, d'abord parce qu'ils ne coûtent pas bien cher, et puis parce qu'en fait, effectivement, ils font des choses, ils développent justement des cultures différentes. Et c'est juste le dernier point. Donc, bon, ça, c'est tout un travail de collecte de morceaux de fiction, d'art autour des futurs du travail qu'on avait réalisé l'an dernier. Et dans cela, il y avait effectivement un certain nombre de travaux de création musicale, de création de scénarios de films. Et l'un des points intéressants, c'est que, en tout cas, quand on laisse faire, c'est-à-dire quand on ne lui dit pas trop de trucs et quand c'est pas juste pour produire le bon scénario qui va rentrer dans telle cible démographique, etc. Mais quand on laisse faire, la machine produit des créations qui sont nouvelles, qui sont originales, mais qui ne sont pas tout de suite perceptibles par les humains. Parce qu'elles ont un monde intérieur qui n'est pas un monde intérieur au sens conscience, mais elles ont un monde intérieur qui est différent d'une autre. Et c'est pour ça que ça intéresse des artistes qui vont du coup faire générer par du code des morceaux de choses, mais qui vont être obligés de les réinterpréter pour que ça marche pour eux créateurs et que ça marche pour des humains. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'instrument. Et donc, voilà, l'appel, ce serait se dire, bien sûr, il faut rester alerte par le fait qu'il y a un agenda managérial qui va mobiliser les techniques d'une certaine manière et qui va structurer les emplois de manière à ce qu'ils soient remplaçables comme par magie, mais il pourrait en aller autrement. Mais il y a d'autres possibilités d'utilisation et on en trouve toute une série de descriptions et même de réalisations aujourd'hui. En fait, managérial, donc politique. Là, c'est en sens large, mais... ouais. Bien sûr, c'est politique, mais il y a aussi de s'adresser directement aussi à la fonction de gestion des entreprises et de direction des entreprises. C'est important aussi parce que ce mouvement-là est aussi autodestructeur probablement pour le business soi-même et pas seulement pour le business en société qui doit être encadré par la société, même si ça est vrai aussi. Si par exemple votre expérience, il y a toute une série d'entreprises aujourd'hui que depuis plusieurs décennies souvent, vous ne pouvez pas contacter en appelant un humain, ou vous pouvez si vous voulez vraiment, c'est-à-dire qu'au téléphone, on vous dit implicitement, vous êtes sûr que vous voulez parler à quelqu'un, parce que bon, quand même, en général, vous n'êtes pas très clair, puis ça coûte cher, enfin, on aimerait mieux que vous continuiez à parler à la machine, s'il vous plaît. Bon, faut pas s'étonner ensuite qu'on soit pas très attaché à ces entreprises, puisqu'elles ne sont pas très attachées à nous parler. Et donc, il y a quelque chose que ça détruit dans ce qu'est le commerce, dans ce qui fait qu'on dit à un moment que quand on dit historiquement que quelqu'un est d'un commerce agréable, c'est pas parce que c'est cool de lui vendre des trucs, d'accord, et donc cette acception-là s'oublie dans cette transformation en process, et donc je pense que même en termes économiques et commerciaux, c'est pas une très bonne idée. Gardez vos réflexions, vos questions. Je passe la parole à Timothée Duverger. Là, on n'est pas... Enfin, un peu plus dans les solutions, mais essayez de faire le pont peut-être un petit peu sur l'état des lieux. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais rentrer dans le sujet en fait de trois manières, puisque j'ai trois entrées en réalité. On n'a pas rappelé la première, mais c'est ma faute. Et en réponse, bien sûr, aux autres, bien sûr, ça va de soi. La question, c'est... D'abord, moi, j'ai travaillé sur la décroissance, sur l'économie sociale et solidaire et sur le revenu de base. Donc, on tourne autour. Hein, là, voilà. Donc, j'aimerais faire une réponse avec trois entrées. La première, c'est sur la question technique. J'aimerais vous citer un auteur dont je suis sûr que vous ne le connaissez pas, certainement, ou pas pour la plupart, Jacques Ellul, qui est de Bordeaux. Est-ce que quand même quelques-uns le connaissent ou pas? Je pose la question. On lève la main. Qui connaît Jacques Ellul avec sincérité? Bon, il y en a quand même quelques-uns, j'ai rien dit. Bon, j'étais médisant, voilà. Mais parce qu'on est sur un débat sur la technique, c'est peut-être pour ça aussi, il y a un biais, voilà. Il y a un biais, mais c'est pas la majorité quand même, je le note. Donc Jacques Ellul, toujours est-il, il est bordelais, il était à Sciences Po Bordeaux comme moi, et il a écrit une trilogie sur la technique, effectivement, hein, le système technicien, la technique ou l'enjeu du siècle, le système technicien et le bluff technologique. Et ce qu'il disait, effectivement, c'est que la technique est autonome. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une rationalité technique qui s'impose à nous, au fond, et les autres déterminants, c'est-à-dire le
le marché ou le choix politique, au fond, sont secondaires. Voilà. Donc c'est évidemment une vision très déterministe sur la technique, mais qui quand même, je trouve, est particulièrement significative quand on parle de ces sujets-là, parce qu'on voit bien au fond qu'on n'arrive pas vraiment à empêcher le progrès technique quelque part. Voilà. Ça c'est quand même un premier sujet qu'il faut traiter. D'ailleurs, lui parlait d'illusion politique. Il disait même les choix politiques sont guidés par la technique, c'est un régime d'experts, hein, et on peut le prendre dans bien des situations. Donc c'est un vrai sujet. Donc quels sont les contre-pouvoirs au fond qu'on peut imaginer dans ce contexte-là? Voilà. Donc ça c'était un premier point que je souhaitais dire. Voilà, comment au fond on peut, à travers nos organisations sociales, arriver à limiter cette autonomie et ce pouvoir de la technique qui n'est pas neutre, qui est fondamentalement ambivalente. Elle est à la fois mal et bonne. Hein, voilà, le bien et le mal. C'est un protestant, Ellul, donc il avait une réflexion aussi éthique. Et donc il disait, voilà, elle est à la fois du côté du bien et à la fois du côté du mal. Alors comment on la fait pencher d'un certain côté plutôt que de l'autre? Ça, c'était la première réflexion que je voulais faire. La deuxième, c'est sur la question de l'ESS. Hein, ça a été évoqué avec le cas des coopératives sur la question de l'ubérisation. Moi, ce que j'entends quand même de la part de beaucoup de salariés, de travailleurs ubérisés, excusez-moi, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas forcément une requalification de leur contrat. Ça, c'est quand même un sujet. Donc ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles protections. Évidemment, hein, ça veut dire qu'il faut laisser tomber, hein, évidemment, il ne faut pas les laisser tomber, mais il faut inventer une nouvelle protection. Évidemment, le modèle coopératif peut être utile de ce point de vue, puisqu'il invente de nouvelles formes de régulation, à travers notamment, je pense aux coopératives d'activité et d'emploi, bien entendu, qui sont en fait dans lesquelles les travailleurs sont à la fois des entrepreneurs. Donc ils gardent ce régime d'entrepreneurs au fond auquel ils tiennent, hein, il faut y insister, mais grâce à la coopération, ils arrivent à accéder aussi au salariat et donc au système de protection sociale qui lui est lié. Donc là, il y a des nouvelles formes de régulation. Alors évidemment, il ne faut pas laisser le champ libre au marché et éventuellement aux coopératives pour inventer ces protections. Il faut réguler à des niveaux macro, bien sûr, mais pour autant, c'est intéressant de voir comment on peut inventer de nouvelles protections comme ça depuis le terrain. Et ma troisième entrée, pour répondre là aussi toujours à tout cela, sur le revenu de base. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est clivant? Eh bien pour une raison simple, et là j'ai beaucoup aimé aussi là, tous les développements sur le remplacement, puisque c'est une idée assez ancienne, hein. Alors pour citer qu'un seul exemple, ces débats-là, alors le débat sur le revenu de base, il a toujours lieu dans des périodes de crise, hein, qu'elles soient politiques, économiques et autres, hein, il y a toujours des périodes de crise. Et en fait, dans les années 30, pour prendre une crise comparable au fond, puisque là, la crise, elle date de 2008, on peut dire, hein, aussi, enfin elle a été accélérée, si on peut la dater d'avant bien sûr, elle a été accélérée considérablement depuis 2008, et donc dans les années 30, il y avait déjà cette idée-là. Alors, on cite souvent la lettre à ses petits-enfants de Keynes, donc où il dit effectivement qu'il va y avoir, on va pouvoir répartir le travail différemment. Ça y est, j'ai tout cassé. D'accord. Non mais c'est bon, ça c'est... Non, ça c'est pas... C'est bon, merci. Donc troisième point, et pour conclure là-dessus, donc sur le revenu de base, il y avait ces idées-là déjà. Donc Keynes, dans les années 30, dans la lettre à ses petits-enfants, effectivement expliquait que dans un certain nombre de décennies, donc qui correspondent en gros à la période actuelle, eh bien, il y aurait de moins en moins de travail, et donc on pourrait miser sur l'épanouissement de la personne humaine autour des arts, de la culture, de l'éducation, etc., etc. Bon, sans aller jusqu'à Keynes, vous avez un des premiers promoteurs, on va dire, des revenus de base, ou du revenu de base ou de forme approchante, c'était Jacques Duboin. Donc ça aussi, je ne sais pas s'il est très connu ici, mais Jacques Duboin, donc, dans les années 30, qui a été secrétaire d'État au Trésor, qui a été parlementaire, qui était un des meilleurs experts économiques de son temps, disait précisément, il a écrit un livre, La machine remplacera l'homme. Hein, je ne sais plus le titre exact, mais dans le titre, vous avez ça. La machine remplacera l'homme. Déjà, dans les années 30, on pensait cela. Et donc voilà pourquoi c'est très clivant, au fond. Tant qu'on n'aura pas fait pièce, finalement, de l'idée selon laquelle il y aurait une fin du travail, hein, et que dès lors, effectivement, il faudrait s'en émanciper, etc., eh bien, le revenu universel restera très clivant pour des questions anthropologiques, tout simplement, hein, sans remonter à la Bible, hein, Adam et Ève, etc., bon, sans remonter à l'étymologie du mot travail, mais enfin, tout ça a été très bien balayé, pour le coup, par Dominique Méda dans la question sur la valeur travail. Hein. Bon, donc je ne reviens pas là-dessus, mais n'empêche, voilà, il y a une question fondamentalement anthropologique derrière, et donc ce qu'il faut penser, c'est pas tant la fin du travail que les transitions, au fond, professionnelles, les transitions de parcours de vie. Voilà. Merci. La parole est à vous. Monsieur, ce que je vous propose peut-être, je ne vais peut-être pas prendre autant de questions d'un coup, peut-être 2 ou 3, et ce qui permet de répondre de façon peut-être plus fluide.
Ah oui, pas que des questions. Vous avez entièrement raison. Témoignages, tout ce que vous voulez en fait, tout ce que vous avez envie de dire sur le sujet. Pardon, Oui. Dominique. Juste, est-ce qu'il peut être répondu à la question de Macan qui a demandé tout à l'heure sur les smart cities et les banlieues intelligentes par C'est rapport vrai. aux travaux de Stigler? Est-ce que quelqu'un peut répondre là-dessus? Merci. Bonne intervention, merci. Je peux essayer, alors pas forcément sur les travaux de Stigler, parce que je ne sais pas assez ce qu'il fait, mais je sais qu'il le fait et qu'il le fait avec beaucoup d'ambition. Simplement, en fait, quand on regarde cette idée de la ville intelligente, l'agenda industriel de la ville intelligente, c'est un agenda d'offreurs, d'abord d'offreurs de technologie, et plus récemment, c'est assez intéressant de voir... le dernier projet que j'ai lancé dans ce que j'animais avant, la FING, s'appelle Audacities. Et en fait, il partait d'un étonnement, qui est que quand vous regardez la liste des acteurs qui sont dans les projets de ville intelligente, vous avez en gros la plupart des grands acteurs des services urbains d'aujourd'hui. Et si vous allez ensuite dans la rue pour demander aux gens quels sont les acteurs qui ont récemment changé votre expérience de la vie, en bien ou en mal, il n'y a aucune correspondance entre les gens qui font la ville intelligente d'un côté et les gens qui font changer, alors, à nouveau en bien et en mal. Hein. Il n'y a Google dans un projet de Smart City que dans un projet de Smart City, le sien, mais pas dans les autres. Mais il n'y a pas, je vais citer plein de méchants, hein, il n'y a ni Uber, ni Airbnb, ni bien sûr évidemment OpenStreetMap ou tous les projets plus coopératifs, ni Copcycle, ni etc. Mais tous ceux qui font vraiment changer la vie au quotidien. Donc fondamentalement, c'est un projet hyper rationalisateur et hyper conservateur de préservation des positions des acteurs installés pour que, en gros, on fasse à nouveau, on est toujours dans cette idée même pas du remplacement, mais de l'automatisation pour faire plus efficacement peut-être, ça se discute, la même chose qu'avant. Et donc le cœur de la question, c'est évidemment, est-ce qu'on peut faire des choses plus intelligentes que ça, et le numérique est en tension, c'est là où évidemment Stigler intervient, le numérique est en tension depuis toujours entre un numérique informatique, centralisateur, qui produit de la polarisation, qui produit de l'asymétrie à l'apostrophe entre ceux qui ont l'information, les capacités de traitement, etc., et puis les autres qui doivent consommer, etc. Et puis, depuis toujours, le mouvement inverse. Il faut se souvenir à quel point les responsables informatiques ont détesté le début de la micro-informatique. Les gens allaient s'équiper de leurs trucs à eux tout seuls, ils vont faire des trucs, on ne sait pas quoi, ils vont communiquer sans passer par la voie hiérarchique. Enfin, comment peut-on faire des choses pareilles? Et donc, cette tension, elle existe, et elle existe aussi aujourd'hui dans la ville. Et donc, du coup, le projet Smart City, c'est vraiment, pour moi, une manière pas très inventive d'essayer de mobiliser le numérique, dans lequel on demande aux citoyens de traverser dans des clous symboliques partout, et pas d'inventer de l'espace urbain, pas d'inventer des communs, etc., etc. Donc là, il y a plein de choses à faire. Mais à ce moment-là, effectivement, on rentre dans un autre agenda du numérique, des développements, et ça a été il y a été un peu fait allusion. Pourquoi est-ce qu'il apparaît aussi évident aussi que l'intelligence artificielle, c'est d'abord un truc de grandes institutions qui ont beaucoup de capacités de traitement, qui ont beaucoup de données, qui évidemment se les gardent, etc. Est-ce qu'il pourrait y en aller autrement? Vraisemblablement, oui. Mais ça se construit aujourd'hui de cette manière-là, d'une manière à augmenter le niveau d'asymétrie entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Et il faut aller travailler au cœur de ça, dans la ville et dans le numérique. Là, on est bien dans les menaces, quand même. Hein. Ouais. On est dans les menaces. Mais il y a plein de potentiel, oui. J'entends que c'est... Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces questions-là se sont déjà posées, depuis, comme vous l'avez tous dit, depuis très longtemps, en fait. Et il y a eu déjà plein de bouleversements. Donc, vous vouliez la parole, et ensuite... Oui, bonjour, Michel. Je voulais rebondir sur la citation de Jacques Ellul et sur une certaine autonomie de la technique. Je pense que depuis Ellul, il y a le concept de technoscience qui s'est développé et qui, à mon avis, est plus représentatif de la réalité des choses qui se passent actuellement. Et en fait, le problème qu'il y a pour la société,
c'est d'être capable de réussir à orienter finalement une certaine recherche. Et il faut bien avoir conscience qu'en fait, la science et la technique ne vont pas se développer dans des axes qui ne seront pas finalement soumis à la question du profit et, comment dirais-je, de l'investissement qui soit public, d'où la question du maintien des budgets de la recherche publique qui est très important, parce que sinon, on investira dans les sciences qui amènent un développement, y compris donc l'intelligence artificielle. Et par exemple, l'intelligence artificielle peut très bien, pour ce qui concerne par exemple la lecture des radios, pour les aspects cancéreux, d'avoir une expertise qu'aucun humain ne pourra avoir, donc d'obtenir des diagnostics qu'un homme, que le meilleur médecin ne pourra pas obtenir. Et d'un autre côté, vous avez aussi donc l'intelligence artificielle qui va, à partir des données, de nos données personnelles, nous pousser à aller finalement dans des lieux ou d'avoir des attitudes qui ne sont pas finalement des attitudes forcément très humanistes ou très fraternelles. Voilà, mais plutôt de développer un certain individualisme consumariste. Voilà. Je vais passer d'abord la parole à quelqu'un qui n'a pas encore pris, et ensuite... Merci. Moi, j'avais une question sur, d'un point de vue un peu naïf et extérieur, si on regarde les salariés de Google ou les salariés de Facebook, ils sont super heureux de travailler chez Google ou Facebook. Après, c'est l'application des technologies Google ou Facebook qui nous pose sujet. Mais si on regarde, on a l'impression qu'il y a un salariat chez Google ou chez Facebook où tout le monde a envie d'y aller parce que justement les salariés sont heureux, plutôt autonomes, ils peuvent innover, ils ont des horaires libres, ils font un peu un salariat, enfin je ne sais pas si c'est un nouveau salariat, mais de l'extérieur on a vraiment cette impression-là. Et ensuite sur l'idée de la coopérative où les cyclistes se sont organisés, on a l'impression aussi qu'ils ont trouvé aussi eux leur mode un peu entre deux où ils ont à la fois de l'autonomie et en même temps ils sont au sein d'une coopérative qui leur permet justement d'avoir des droits ou de s'organiser pour avoir des droits. Et ce qui m'interroge, moi, c'est juste notre capacité, en fait, ou la capacité de l'entreprise, d'une manière générale, à maîtriser ou contrôler cette technologie. On a l'impression d'être sur les deux bouts de la chaîne. D'un côté, on a une plateforme qui est sans doute une plateforme juste qui organise les temps de course, etc., mais qui leur va parce qu'ils la maîtrisent et donc ils peuvent en avoir l'usage, j'allais dire. De l'autre côté, on a des super innovateurs où on a compris où était la valeur humaine, ou la valeur du travail. En tout cas, on a bien placé le curseur entre ce qu'était la valeur de l'homme et sa capacité à innover. De l'autre côté, c'est la valeur en tant que lien, probablement social, et aussi, mais ils vendent leur force de travail. De l'autre côté, les cyclistes, quoi. Et entre deux, on a l'impression que c'est le grand désert. Et vous parlez de démocratie, et c'est vrai au sein de l'entreprise. Et on a eu ce débat ce matin sur l'ESS, mais moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a posé le terme de démocratie dans l'entreprise, enfin, qu'est-ce qu'on en fait? On sait que les modèles de l'ESS aujourd'hui, en termes de démocratie, ça fonctionne quand même très mal. Les modèles de gouvernance sur les grosses mutuelles ou sur les grandes banques coopératives, on ne peut pas dire que c'est des modèles de démocratie qu'on a envie de suivre. Et pourtant, le slogan est assez beau, un homme, une voix. Donc moi, c'est un peu ça qui m'interroge et un peu comment vous voyez, vous, comment est-ce que ces entreprises-là, qui sont encore dans le salariat, dont les salariés sont un peu prisonniers d'une forme de salariat qui leur est imposée, alors que de l'autre côté, ils ont cette liberté d'imposer un peu le mode de salariat qui leur convient le mieux. De l'autre côté, ils se sont organisés autrement en étant d'abord auto-entrepreneurs et peut-être qu'ils vont développer des droits, en tout cas on l'espère. Et entre deux, on a des salariés qui sont un peu pris, où les grandes entreprises ne savent pas trop comment faire, comment intégrer de la nouvelle technologie, on a introduit un peu. Et puis après, c'est vrai que de l'autre côté, on espère, parce que c'est un peu un vœu un peu pieux, que une démocratie va pouvoir s'instiller, on ne sait comment, avec l'usage des technologies ou pas. Est-ce qu'il y a des modèles qui ont émergé? Est-ce que dans l'ESS, il y a des vrais modèles démocratiques sur des entreprises de taille conséquente? Parce que quand on est petit, on est 10, c'est facile, on s'en fout, on n'a pas besoin de technologie. Quand on bascule à 50 ou à 100, c'est déjà plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour vraiment impulser, j'allais dire, un salariat qui nous convienne ou un mode d'auto-entrepreneur qui nous convienne avec des droits quand on est salarié ou quand on est en dehors? Pour rebondir sur vos réflexions, je voudrais vous parler de deux paradoxes qui pour moi sont assez frappants. Le premier qui est classique, presque un lieu commun, qui est le fait qu'on n'a jamais autant été aussi connecté et jamais été autant aussi seul. Et je pense que ça se vérifie bien en fait avec les chauffeurs et les livreurs Uber. Et quand on est syndicaliste, par exemple vous représentant de la CGT,
comment est-ce qu'on fait pour créer du lien entre les salariés, pour organiser des conflits sociaux quand on ne partage pas le même espace de travail? Dans les années 50, 60 ou même encore avant, c'était, je ne sais pas si c'était facile, je ne l'ai pas vécu, mais peut-être plus simple, parce que tous les salariés partageaient le même espace de travail, l'usine, le même outil de travail, et du coup la même expérience de vie. Donc c'était peut-être plus logique pour eux, pour elles aussi peut-être un peu moins, de s'organiser dans les luttes pour conquérir de nouveaux droits sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire. Donc comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, peut-être pour la plupart d'ici engagés à gauche, pour aller en ce sens? Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième, pour en revenir sur les réflexions qui ont été faites sur la fiction et la question des robots et de l'intelligence artificielle, moi, je suis quand même assez frappé qu'il y a toute une tradition littéraire, artistique de ces 5-6 derniers siècles de l'utopie, en allant de Thomas More au socialisme utopique, qui envisageait l'avenir de manière radieuse, même si quand on creusait un peu, c'était quand même à chaque fois un peu totalitaire, mais c'était quand même pensé pour être un monde parfait. Et il y a eu une césure dans les années, alors je ne sais pas si c'est 1984, ça a peut-être commencé avant, mais à partir de ce moment-là, et même dans les fictions populaires d'aujourd'hui, je pense à Terminator ou à des séries comme Black Mirror pour les plus jeunes, on n'arrive pas à penser l'avenir, à penser la technologie comme positive, alors qu'on l'utilise au quotidien, on la vit au quotidien, on est en demande d'innovation. Et est-ce que ce ne serait pas aussi lié à, bon, évidemment, la chute des utopies, 91, la fin de l'URSS, et est-ce qu'il ne faudrait pas le lier aussi à cette, et donc ce qui nous réunit aussi au cours de ce week-end, à cette défaite culturelle de la gauche qui a, elle, pour mission justement de penser l'avenir et de penser l'avenir de manière positive. Et comment est-ce qu'on fait pour renouer avec ça? C'est un peu lié. Moi, je voudrais dire... En fait, qu'est-ce que ça veut dire politiquement, finalement, tout ce qu'on se dit là? C'est-à-dire, comment, concrètement, on en dérive des conclusions dans le champ politique pour des organisations et moi, je trouve que le point nodal, un petit peu, de ce qu'on est en train de se dire, c'est la gestion démocratique des choix scientifiques qui sont faits et dont découlent après des conséquences sociétales dans le champ du travail, dans le champ du droit, dans le champ de l'économie et, éléphant dans la pièce qu'on n'a pas encore évoqué, dans le champ de l'écologie, puisque tout cela est finalement quand même lié à la finitude de nos ressources. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment là ce qui manque. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous manque, quelque part, est-ce que ce ne serait pas un droit opposable aux technologies, de la même manière qu'on peut avoir un droit opposable au logement, de la même manière qu'on a le principe de précaution qui est inscrit dans notre constitution, qu'on n'utilise malheureusement que trop peu. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait justement travailler aussi dans une perspective vraiment politique pour redonner de la marge de manœuvre, d'abord au niveau technique? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'au-delà des symptômes dans le champ du travail qu'on peut avoir, c'est d'abord une question de choix techniques qui nous sont imposés notamment par des grandes firmes qui agissent de manière transnationale. La décision de développer les technologies vocales, Amazon, Google Home, etc., qui est en train de déferler d'abord dans le champ dans nos loisirs, demain dans notre travail, après-demain je ne sais où, elle a été prise dans la Silicon Valley par un board totalement non démocratique. Et à quel moment est-ce que les États, ou en tout cas l'Europe, si on se met au niveau supranational, arrive à prendre une décision là-dessus et à dire non, je n'en veux pas. Donc ça c'est vraiment je pense que s'il y a quelque chose moi que je retire un petit peu de cet échange-là, c'est vraiment cette nécessité-là de créer ce cadre-là. Et par ailleurs, il y a peut-être aussi pour faire le point avec les formes coopératives, moi je souscris absolument à ce que vous avez dit. Je pense que les coopératives d'activité d'emploi, c'est une manière de recréer du commun. D'ailleurs, petit témoignage, là, il y a un truc qui est très intéressant, qui est développé par Oxamine, qui est une coopérative d'activité. Oxamine, voilà, un petit peu différent, qui est le CDI collectif, qui fait le pont en fait entre la solidarité, l'envie de travailler moins en fait finalement, ou d'adapter ces périodes d'activité en collectif pour quand même arriver à tous dégager un salaire correct avec des périodes comme ça de haut et de bas et toujours avec cette dimension de protection, d'entrepreneuriat. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose à développer. Ce qui pose quand même la question, puisqu'on est dans des coopératives d'activité d'emploi, et je pense que pour COPCIP, ça va être la même question, c'est comment est-ce qu'on finance ça? Parce qu'aujourd'hui, nos moyens de financer, COPCIP face à Uber n'a pas les moyens de se
financé à hauteur de levée de fonds de 300 millions d'euros, puisqu'en fait, quand vous êtes un investisseur, même la Caisse des dépôts et consignations, dans la mesure où c'est une personne égale une voix, vous mettez 100 000 euros, vous avez la même voix que le salarié d'à côté, vous n'allez pas le faire. Et donc la forme coopérative aujourd'hui est totalement bloquée, je pense, dans son développement par l'incapacité qu'on a aujourd'hui à développer des outils de financement qui permettent de passer à l'échelle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il y a donc 4 questions différentes. Je vous passe la parole, peut-être, je ne sais pas, sur certains... Vous voulez répondre tout de suite sur l'ubérisation? Alors, moi, je répondrai sur 2 aspects. Je dirais attention au faux paradis. Le monde de la start-up, ça a l'air joli. Il y a la corbeille de fruits, on travaille pieds nus avec son Mac sur les genoux, c'est super sympa. Sauf que ça n'enlève pas du tout les contraintes liées au travail. Alors, la perception est différente, forcément, pour des jeunes travailleurs. Mais en général, quand on commence à avoir des enfants, une vie de famille, et puis qu'on se dit merde, dans ma jolie start-up, je finis à 22h, on réfléchit peut-être un peu différemment. Mais bon, je ferme la parenthèse. Après, comment on organise les travailleurs? Alors ça, j'ai pas la solution, mais on y réfléchit un peu quand même. Et puis surtout, on se remet en question. C'est pas le tout de dire, c'est eux qui changent, ils ont qu'à venir nous voir, et puis voilà. Ça marche pas tout à fait comme ça, on a testé. Donc du coup, on a commencé par s'ouvrir aux auto-entrepreneurs en considérant que c'était des travailleurs et qu'à ce titre-là, les syndicats devaient leur ouvrir la porte. Ça fonctionne à peu près, même s'il faut de temps en temps secouer le cocotier. Ça, c'est la première étape. Et puis après, on fait des découvertes. Il y a des nouveaux espaces. Moi, j'ai suivi, il n'y a pas très longtemps, un mouvement qui s'est baptisé les Gilets Roses. Voilà, les Gilets Roses, ce sont des assistantes maternelles qui ont créé d'un coup un groupe de discussion sur Facebook. Boum, 11 000. En Gironde, effectivement, tout vient de la Gironde. Et puis, ces assistantes maternelles, alors je parle des gilets roses et pas des gilets jaunes parce que c'est un peu plus compliqué, mais les gilets roses, elles sont venues faire toc-toc à la porte de la CGT et de Force ouvrière qu'elles avaient repérées comme assez combatives sur le dossier assurance chômage. Elles nous ont dit, aidez-nous. Alors, ça fait un peu drôle au départ, surtout pour ma génération, 11 000 femmes pas syndiquées qui viennent vous dire, on a besoin de vous. Eh on a fait le pari. On s'est dit, ouais, on va y aller. Voilà. Et 6 mois après, c'est la seule profession qui a gagné sur l'assurance chômage, qui au passage accompagne effectivement, avec les dégâts qu'elle provoque, l'installation de cette économie de plateforme. Seule profession qui a gagné et aujourd'hui qui a compris la force du collectif. Donc aujourd'hui, les gilets roses deviennent rouges ou deviennent faux, peu importe, mais en tout cas, ont compris qu'effectivement, il y avait des moyens de rompre l'isolement et que ça donnait de la force. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir. On a également participé à la création de la Fédération transnationale des coursiers. On les a aidés, même s'ils n'étaient pas syndiqués, la plupart. On les a aidés financièrement pour la Bruxelles, pour construire leur outil. Et je crois que l'avenir, c'est ça. Si les syndicats, quels qu'ils soient, ne se remettent pas en question dans leur fonctionnement, dans leur ouverture, notamment à la jeunesse, ils sont morts. Voilà. Donc ils sont déjà pas en forme, mais j'ai pas envie qu'ils meurent parce que je pense que le pays serait un petit peu moins sympa sans syndicats. Mais j'ai envie qu'ils bougent en tout cas. Dominique, je vous passe la parole. Je veux bien continuer dans le même sens sur ce qu'on a dit. Ça a beaucoup tourné autour du salariat et de ces choses-là. Sûrement que les salariés de Google et Facebook sont peut-être heureux, même si on nous raconte que les modérateurs de Facebook ils ne semblent pas si heureux que ça, confrontés à des images très violentes, etc. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas de ceux-là qu'on parle, mais on parle plutôt, en effet, des livreurs Uber, Take It Easy et toutes ces choses-là. C'est-à-dire finalement de tous ces gens dont le travail est mobilisé grâce au contournement du salariat quand même. C'est-à-dire qu'on contourne radicalement le salariat. Ces gens ne sont ni des vrais travailleurs indépendants, avec leur outil de travail, de l'autonomie, de plusieurs clients. Donc c'est ni du travail indépendant, ni du travail salarié. Et en ce moment, et ces entreprises-là, ces énormes multinationales, elles cherchent quand même à nous imposer un modèle. Et ce qu'elles développent, il faut quand même voir qu'elles vendent à perte. En ce moment, elles ont des capitalisations boursières monstrueuses. Elles vendent à perte parce qu'elles cherchent en fait à tuer tous les autres et à prendre le marché. Puis après, elles pourront augmenter leur prix. Et sur cette question quand même du salariat, je crois qu'il faut, comme vous venez de le dire, se débarrasser d'un discours qu'on nous a quand même beaucoup imposé, c'est-à-dire le salariat, c'est lourd, c'est pas drôle, c'est le petit chef, c'est la hiérarchie, c'est pas bien, il faut le mettre de côté et passer à des nouvelles formes de travail. On voit bien que les nouvelles formes de travail, elles sont quand même pas très réjouissantes non plus, quoi.
Donc c'est pour ça que moi je prends une position assez traditionnelle. Il me semble que le salariat, c'est une invention extraordinaire. Et donc il faut à la fois recomposer des entreprises avec à l'intérieur des contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir, c'est le droit du travail d'un côté, des syndicats à l'intérieur, et que de cette manière-là, on peut à la fois faire ce que tu dis, hein, des grandes délibérations pour pouvoir s'opposer à certaines innovations, et à l'intérieur des entreprises, que les travailleurs puissent participer à la décision sur les innovations. C'est beaucoup plus développé, par exemple, en Suède, où les syndicats interviennent dans l'organisation du travail, ce qui est moins le cas en France. Et pour continuer et finir sur cette affaire de démocratie dans l'entreprise, il y a pas mal de réflexions en cours qui ont été un peu revitalisées au moment de la loi Pacte, parce qu'on a espéré qu'il se passerait quelque chose, il ne s'est strictement rien passé. Mais plein de réflexions, je pense à une philosophe belge qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui développe l'idée qu'il faut, comme dans toutes les institutions doivent être gérées démocratiquement, donc l'entreprise est une institution qui doit l'être également, et elle propose 2 chambres, une chambre du travail, une chambre du capital, et ce sont ces 2 chambres qui élisent le directoire. Je trouve ça, alors évidemment, les gens disent, ça va pas, non, c'est les propriétaires du capital qui risquent quelque chose, qui doivent diriger l'entreprise, et elle répond, les travailleurs aussi, ils risquent quelque chose quand même. Hein. Donc, une nouvelle réflexion que je trouve très importante, très intéressante, sur sur l'exigence de démocratiser l'entreprise, et je pense que ça contribuerait à régler ces questions d'innovation technologique qui sont déployées n'importe comment, et finalement jamais en faveur du bien-être des travailleurs. Je voulais vous citer une petite phrase de Simone Veil, mais je l'ai oubliée, elle est là, très jolie, Simone Veil, 1943, l'enracinement. Elle est très courte. « Jusqu'ici, les techniciens n'ont jamais eu autre chose en vue que les besoins de la fabrication. S'ils se mettaient à avoir toujours présent à l'esprit les besoins de ceux qui fabriquent, la technique entière de la production devrait être peu à peu transformée. » Est-ce que vous vouliez réagir? Tout à l'heure, je vous voyais très rapidement, et puis... Ouais. Les salariés de Google ou les salariés de Facebook, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont sortis du salariat tel qu'on le voit aujourd'hui, avec des horaires, sans autonomie. Ils sont complètement autonomes, ils peuvent venir ou pas venir, le télétravail est quasiment généralisé. Et c'est vrai que si on regarde de ce côté-là, tout le monde a envie, entre guillemets, d'aller dans ce salariat-là. Si on enlève l'étiquette Google ou Facebook, on se dit un salariat autonome où je peux travailler de chez moi si je veux, et ce qui compte, c'est le résultat qui est rendu avec une équipe qui est derrière, avec qui je peux déléguer, etc. Et que de l'autre côté, effectivement, quand on regarde les coopératives de cyclistes, c'est vrai que ceux qui travaillent chez Uber, clairement, la valeur du travail, elle est réduite à 0. C'est des gens qu'on utilise, mais... Moi, mon interrogation était aussi sur l'entre-deux, les cyclistes les coursiers qui ont réussi à s'organiser, parce que c'est à un moment, ils ont réussi à replacer le curseur de leur valeur de temps et de travail ailleurs, un peu plus haut, et de s'organiser pour aussi acquérir peut-être des droits. Donc moi, la question cruciale derrière, c'est vraiment la question de la démocratie. Comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui? Donc vous l'avez dit, et je suis contente de l'apprendre, qu'un des moyens, c'est de se regrouper suffisamment et ensuite d'aller voir un syndicat pour lutter et se battre contre des droits. Donc c'est quand même un nouveau rôle pour les syndicats aujourd'hui, de voir une nouvelle masse de population se regrouper et se dire en fait on est pareil et on veut des droits aussi. Mais moi la question qui se pose c'est en entreprise, et donc vous répondez partiellement en disant il y a une chambre du capital et il y a une chambre pour le travail, mais aujourd'hui on voit émerger nulle part ce mode d'organisation, très peu en France en tout cas, et c'est ça qui m'interroge beaucoup. Non mais c'est quelque chose qu'on a assez peu investi. Pendant la campagne de Benoît Hamon, il y avait cette idée qui était quand même assez centrale, hein, qui n'a pas été monstrueusement développée, mais elle était là dans le programme. Je pense que c'est une idée absolument centrale et très, très révolutionnaire. Et puis il y a une autre chose que vous dites qui est très importante, c'est qu'un salariat plus intéressant et plus libre est possible. Donc il ne faut pas jeter le salariat avec le bébé du bain, il faut essayer de transformer le salariat de l'intérieur, et sa transformation, elle viendra obligatoirement, me semble-t-il, d'un surcroît de pouvoir donné aux salariés. Oui. On va passer. Ouais. Justement, par rapport à l'ESS, il y a quand même un certain nombre de critiques qui sont faites, d'ailleurs, qui viennent aussi de
de l'ESS sur la difficulté de démocratiser ou du modèle d'entreprise. Mais bon, le mieux c'est de répondre quand même aux interrogations des personnes. Oui, pour répondre sur deux des points, pour pas monopoliser la parole. Sur la question de la démocratie, effectivement, alors pour le cas de l'ESS, c'est vrai qu'en ce moment, ça en plus de la recherche dans l'ESS, il y a une montée des sciences de gestion. Donc on est très centré sur la question des organisations. C'est aussi lié au fait qu'on regarde le phénomène qu'on ne regardait pas forcément avant. C'est pas que ça s'aggrave nécessairement, c'est aussi tout simplement qu'on y met la loupe. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, moi je crois qu'il faut poser la question de la démocratie effectivement en tant qu'organisation, mais il faut aussi poser la question du projet. Et il faut en réalité d'abord partir du projet. J'insiste là-dessus, parce que dans l'ESS, à force de se regarder le nombril, est-ce qu'on est dans une bonne gouvernance ou pas, on en oublie pourquoi on est dans l'ESS. Il y a d'abord une finalité à redéfinir. Et je pense que c'est la tension entre les deux qu'il faut remettre au sein de cette affaire. Ensuite, deuxième élément sur ces questions de démocratie et d'ESS, mais pour répondre aussi à la question de l'entreprise en général, dans l'ESS précisément, quand on regarde les théoriciens coopératifs, je pense notamment à Henri Desroches, il disait effectivement qu'il y a des tensions entre différentes parties prenantes. Donc il parlait des sociétaires, des dirigeants, des managers, des salariés, etc. Donc, et des bénévoles, j'oubliais bien sûr. Donc voilà, du coup il disait il parlait d'un quadrilatère coopératif en l'occurrence, et donc il disait il y a des tensions entre ces différents pôles. Donc c'est pas nouveau, mais le mouvement coopératif notamment a inventé des solutions là-dessus. Et quand on parlait justement de l'entreprise à mission, la loi Pacte, etc., ce qui était alors ça m'a fait marrer parce que c'est pas un nouveau débat, parce que alors là, moi qui suis historien, il y avait donc les rapports Bloch-Lenné dans les années 60, rapport Sudreau dans les années 70, on a parlé de ça constamment et à chaque fois ça s'est terminé de la même manière, c'est-à-dire avec rien. Bon, mais n'empêche qu'il y a des initiatives quand même qui émergent. Je pense au SIC, aux sociétés coopératives d'intérêt collectif. Là, précisément, on a des réponses sur ces enjeux-là. On parlait de comité des parties prenantes dans la loi Pacte à un moment donné. Eh bien, là, on a le comité des parties prenantes. C'est pas un simple comité, c'est l'organisation même qui le produit. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose à rappeler, puisque dans les SIC, vous avez plusieurs collèges, les salariés, les usagers, vous pouvez avoir les collectivités locales. Ça, c'est un point important pour la territorialisation, notamment des initiatives qui participent de cette démocratisation-là, etc., etc. Deuxième point, et j'en finis là, sur lequel je voulais répondre, c'était, puisque ça a été cité, utopie et dystopie. Alors ça m'a amusé aussi, parce que on avait mis un devoir en culture générale là, à Sciences Po sur l'utopie, quelle est l'utopie du 21e siècle. Et alors là, vous prenez les copies des étudiants, donc c'était que des dystopies. Ils nous citaient Black Mirror, machin, donc c'était, j'avais droit à que ça, et je disais, mais quel désespoir quand même, c'était assez horrible. Bon, et donc ça traduisait bien cet effet de bascule, je partage alors à 200%, mais là on est bien colonisé au niveau de nos imaginaires par tout ça. Et je pense, moi j'aimerais en appeler à la notion d'utopie réelle, au fond, d'Eric Olin Wright, effectivement, avec cette idée aussi d'expérimentation sociale. Vous savez, il y avait là le Festival des idées aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas nouveau, il ne faut pas se leurrer. Il y avait eu des choses équivalentes dans les années 70 avec Rosan Vallon, Vivray et tout ça. C'était Faire, la revue Faire, qui était la revue chevènementiste, je sais qu'il y en a dans les parages, et la revue, et c'était le Nouvel Obs déjà, qui était, parce qu'ils sont dans la boucle aussi, je crois, voilà, qui avait organisé déjà des choses de ce type, et on parlait d'expérimentation sociale. Et je pense qu'il faut faire ce lien-là, voilà. C'est-à-dire que moi, je parlerai d'utopie réelle, c'est-à-dire comment les organisations socio-économiques peuvent expérimenter des choses, et comment ensuite les organisations socio-économiques au sens large, alors vraiment l'ensemble des corps intermédiaires, pour moi c'est l'ESS, les syndicats, etc. Et comment ensuite des partis politiques, évidemment, parce que les partis ne sont pas morts et ils ne sont pas près de mourir, quoi qu'on en dise, eh bien relaient tout cela, effectivement, pour arriver à changer d'échelle, pour parler façon ESS. Voilà, donc voilà pour ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Bon, on est dans l'imaginaire, donc comment est-ce qu'on relie imaginaire et représentation sociale, innovation? On n'est pas que dans l'imaginaire quand même, mais un point important quand même, une utopie et une dystopie, c'est deux choses qui sont gaulées de manière très différente en fait. Une utopie, c'est très complexe et la technologie joue en général un rôle faible, voire inexistant, parce que c'est une construction sociale, politique, morale, et donc c'est compliqué, donc c'est en soi irréalisable, d'où le nom. Une dystopie, le plus souvent, c'est pas tout à fait vrai pour 1984, mais
en science-fiction, vous prenez un truc, un point plutôt technique, vous le poussez à l'extrême, et puis vous racontez l'histoire sur cette base-là. Alors, c'est deux opposés logiques dans le sens où l'un est positif et complexe, et l'autre est hyper simple et négatif, mais à part ça, c'est quand même pas du tout le même exercice. Hein. Donc peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ils ont fait des dystopies, c'est que c'est aussi plus facile. Si je suis méchant. Non, mais on va le dire de manière plus positive. C'est ultra difficile de faire une utopie. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a peu, c'est pour ça que... Enfin, voilà, donc... alors, et du coup, si on prend ça, on doit aborder ces questions-là sur la complexité, ce qui serait quand même un peu ma réponse à la question de la démocratie sur les choix scientifiques. Qu'il y ait, par exemple, une recherche publique, forte, autonome, qui discute ses buts, etc. C'est absolument nécessaire. Mais à quel moment est-ce qu'on discute, et quel comité discute de les technologies vocales? Au moment où on invente le répondeur téléphonique, au moment où, etc. Non, on ne peut pas faire ça, comme ça, parce qu'on ne sait pas quand ça démarre, et puis parce qu'on a... Il y a toute une série de choses qu'éventuellement les uns et les autres ici, ou les unes et les autres ici, ont envie de lancer à un moment qu'ils aimeraient bien ne pas avoir à faire passer devant un comité. En revanche, ce dont on a besoin, c'est d'une multitude d'endroits dans lesquels ça se délibère, dans lesquels des alternatives se produisent, etc. On en a cité plusieurs. Alors il y en a un qu'on n'a peut-être pas trop cité, c'est qu'il y a quand même... des digues, par exemple, sur la question des enceintes intelligentes, qui je pense ce à quoi vous aviez en tête. Une des digues qui existe en Europe s'appelle le Règlement général sur la protection des données. C'est pas rien. C'est un truc... enfin, il faut voir comment un certain nombre, pas tous, il y a beaucoup d'entrepreneurs européens qui ont salué ce règlement en disant c'est bien, c'est important, ça va créer de la confiance, ça va faire qu'il va pouvoir se développer. Peut-être que ça pourrait développer des alternatives européennes, comme existent des moteurs de recherche comme Quant et d'autres. Et puis on en a eu quelques-uns, y compris dans des très bonnes positions, qui ont quand même expliqué que c'était la fin de l'Europe, qu'on était définitivement ridiculisé, vassalisé vis-à-vis des Chinois, etc., etc. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il y a évidemment la gouvernance, j'y reviens pas parce que ça a été très décrit, c'est-à-dire une manière de discuter de ces choses-là de manière décentralisée. Et rappelons-nous quand même que ça existe même chez Google, puisqu'il y a eu ce moment où les collaborateurs de Google ont dit « Quoi ? On a vendu le truc qu'on a fait au Pentagone ? Non. » Et Google a dit « Bon, d'accord, non. » Ce qui est quand même intéressant. Hein. Ça arrive sans doute pas si souvent, ça arrive pas tellement sur la vie privée, mais sur ce sujet-là, c'est arrivé. Et quand même, le point important et sur lequel il y a une culture numérique très forte, c'est aussi le fait qu'existent dans le champ du numérique des alternatives. Et que peut-être qu'on peut politiquement vouloir leur donner de l'espace, les développer, etc. Enfin, bon, les technologies libres, les capteurs citoyens dont il a été question ce matin, les cartographies collaboratives, les communs de données éventuellement ouvertes, les algorithmes ouverts, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer dans ce sens-là, qui font que d'autres directions peuvent exister, que éventuellement on peut mutualiser des investissements, que les choses peuvent être regardées sous toute une série d'angles. Et donc, je pense que si on veut avoir une démarche politique dans ce sens-là, il faut qu'elle soit très multidimensionnelle et pas seulement juste frontale avec des comités. Je pense que c'est pas ça que vous aviez en tête, mais il faut qu'on fasse attention sur la démocratie au sens décidons avant si on va chercher sur ça ou ça. Il faut que tout puisse se discuter, ça oui. Mais voilà. D'accord. Il nous reste 5 minutes. Donc, oui, je sais que vous avez demandé la parole il y a longtemps. Donc, on prend peut-être trois interventions. Là, vous avez en partie, monsieur, une réponse sur l'avenir de vos enfants. C'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font, qui sont très intéressantes. Tout ce qui s'est échangé est particulièrement passionnant, mais j'ai quand même un petit point de frustration sur la question du dialogue entre nos intelligences et l'intelligence artificielle, parce que je ne pense pas être le seul dans cette salle à ne plus être complètement dans le champ économique surtraité. Donc il y a un certain nombre des choses que vous avez évoquées qui font effectivement référence à l'engagement qu'on peut avoir quand on est encore dans le cycle de la production. Mais il y a quand même dans la société des gens qui n'y sont pas encore, et il y en a encore beaucoup qui n'y sont plus. Et là, quelle est la possibilité véritablement, sans s'en remettre uniquement à la démocratie représentative,
Quelle est la possibilité véritablement d'avoir une action sur ces questions-là qui nous impactent en permanence. En permanence. Toute petite illustration, moi j'habite dans une zone blanche. S'il y a un orage, s'il y a un vieillissement accéléré de la ligne téléphonique cuivre qui me transfère l'Internet, il y a toute une quantité de choses auxquelles je n'ai plus accès. Aussi, c'est aussi ça, hein, c'est un problème de déconnexion de la société. Voilà. Qui, monsieur, et puis vous aussi. Oui. Je vais faire très court. Jean-Philippe Milesi, Institut Polanyi. Simplement pour dire deux, trois petites choses sur ce qui a été dit sur les travailleurs de Facebook et de Google. D'abord, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ces grandes sociétés, il y a déjà une volonté de renormaliser l'emploi parce qu'il y a des ruptures avec ce qui a été dit par le camarade syndicaliste, il y a des ruptures avec la vie normale qui provoquent de grandes casses chez les travailleurs de ces maisons. Et puis regardez l'emploi des nouvelles technologies à travers les salariés de Facebook et de Google, c'est un peu regarder le football professionnel à travers le seul PSG. C'est à peu près dans ce genre de proportion. Et la majorité des emplois qui se créent aux États-Unis actuellement sont des emplois non qualifiés ou, beaucoup plus grave, déqualifiés. C'est-à-dire des emplois sous-qualifiés, affectés d'office à des gens qualifiés, mais à qui l'on ne donne pas l'accès au niveau de qualification auquel ils sont. Ça, c'est un point. Sur la fin du travail, juste une petite note. On parle de fin du travail, mais on parle de la fin de certains travails. Parce que si on regarde bien les conflits actuels, j'en prendrai un, celui que mène mon ami Pascal Chanvert dans le champ de l'aide à la dépendance et aux EHPAD, il y a des gisements d'emploi considérables. Et pas dans l'aide à la personne dévalorisée telle qu'on le fait maintenant, dans les conditions abjectes dans lesquelles travaillent beaucoup de personnes de l'aide à domicile. Mais il y a du travail là, il y a du travail dans l'hôpital, à ce que je crois savoir. Il y a du travail dans le patrimoine, à ce que je crois savoir. Il y a surtout beaucoup de travail dans la conservation des sites écologiques et dans l'écologie. Et ce n'est pas le travail qui manque, c'est certains travails. Et surtout, le problème, c'est l'option pour le non-travail de la part des capitalistes financiers, parce que ce qu'il s'agit, c'est de dégager immédiatement les marges les plus importantes pour les profits distribués les plus importants. Ce sont des options politiques, pas des options techniques. Merci beaucoup. Il reste vraiment 2 minutes et je voudrais avoir un petit mot si vous vouliez parler. Qui avait encore ? Oui, vous disiez robotisation menace pour l'emploi. Est-ce que l'automatisation, ça pourrait pas être quand même aussi une chance pour l'emploi ? Vous avez axé depuis le début la réflexion sur en fait le secteur tertiaire et les disruptions qui ont lieu dans le secteur tertiaire grâce à l'Internet en fait. Hein. On n'a parlé que de ça depuis le début, mais il y a aussi un certain nombre aujourd'hui. Notre pays a perdu beaucoup d'emplois dans le secteur industriel par rapport même à ses voisins comme l'Allemagne. Est-ce que par exemple la transition écologique, ça ne peut pas être aussi une opportunité pour pouvoir relocaliser un certain nombre d'emplois ou d'activités plutôt, mais qui seront, pour être relocalisés, obligatoirement, qui devront être très très automatisés. Mais qui dit automatisation, dans ce cas-là, ça ne va pas à l'encontre du Code du travail, parce que ça va être derrière les gens qui vont entretenir, maintenir ces installations. C'est des gens qui vont être extrêmement qualifiés, avec des CDI de longue durée. Donc il y a même des choses, et en particulier grâce à la transition écologique, qui pourraient nous permettre de relocaliser des emplois qualifiés et nous permettre aussi une montée en gamme de notre économie, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Merci beaucoup, c'est tout à fait... on n'a pas réussi à tout traiter, c'était infaisable en 1h30 bien évidemment. Juste un tout petit mot pour résumer, peut-être quelque chose que vous avez envie de dire. On ne peut pas conclure sur un sujet pareil.
Je pense qu'il y a plein de pistes qui ont été évoquées. C'est beaucoup trop court, hein, je vais réclamer une demi-heure de plus la prochaine fois. Mais parce que c'est un peu frustrant. Je pense qu'il y a même une dame qui voulait poser une question, mais je ne sais plus qui c'est. Mais bon, je suis désolée, on a essayé de quand même faire circuler la parole. Au départ, je m'étais dit, je vais donner la parole en dernier à la salle, et donc je suis en train de me dédire. Est-ce que vous les entendez une dernière fois ou pas? Non? Est-ce qu'il y a une grosse frustration chez quelqu'un? Élément de réponse? Alors voilà, mais vraiment vous passez la parole, vous avez 30 secondes chacun. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Bien sûr que ça peut être une chance, et tout le monde l'a dit, il faut orienter ces innovations technologiques vers l'amélioration du travail humain et vers le progrès. Puis la deuxième chose que vous avez dite, avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est la reconversion écologique, la transition écologique. Il faut qu'on fasse un investissement massif, c'est la conclusion, enfin c'est une des grandes propositions du bouquin qu'on a écrit, qui s'appelle Une autre voie est possible. 20 milliards d'investissements dans la transition écologique, ça créera des emplois, ça nous sortira du marasme dans lequel on est. Ça ne veut pas dire plus de croissance, mais plus d'activité dans certains secteurs, les secteurs dont on a besoin. Pas nécessairement des emplois plus qualifiés, il pourra y avoir aussi des emplois pas terribles dans la gestion des déchets, etc. Mais c'est évident que ça doit être ça notre feuille de route. En fait, en réponse, je voudrais en fait vous convaincre que votre problème, c'est pas le dialogue avec l'intelligence artificielle, que votre problème, le problème que vous avez décrit, en disant si la ligne de cuivre ne fonctionne plus, j'accède plus au service public. Le problème que vous décrivez, c'est le fait que, ou au service en général, au service essentiel. Le problème que vous décrivez, c'est donc que ces services essentiels ne sont plus accessibles quand vous avez besoin d'aller les voir. Et c'est ça le problème. Et donc votre problème, c'est un dialogue avec les organisations, pas avec la technique, en l'occurrence. Les organisations qui se servent de la technique pour ne plus vous permettre, pour ne plus dialoguer avec vous. En fait, c'est effectivement très pratique. Non ? Un dernier mot, moi j'ai entendu un jeune homme de 18 ans dire est-ce qu'il est déjà trop tard pour agir? C'est terrible, mais c'est maintenant que ça se décide, donc il va falloir aller très vite, que ce soit les syndicats, les politiques, et j'espère que cette initiative sera une première pierre à un mouvement puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je suis sûre qu'il y a des frustrations, mais le débat ne fait que commencer en fait. Juste deux petites informations avant que vous partiez. Il y a une librairie à l'accueil où un certain nombre de personnes vont faire des dédicaces de leurs ouvrages. Je pense que vous avez tous vu à l'accueil, donc sur la droite, la librairie. Il y a un repas convivial ce soir. Je crois que c'est à 20h. Et demain matin, il y aura une réflexion sur les utopies concrètes et une agora avec carte postale de Christiane Taubira. Voilà. Et une réflexion sur le manifeste du festival. Merci à tous.